Bien, rebonjour à toutes et à tous pour ce débat que vous attendez sans doute beaucoup, puisqu'il s'intitule «Le financement de la BITD est-il enfin sécurisé?» Donc, pour toutes celles et ceux qui ont suivi ce qui s'est passé depuis le début de l'année, notamment le 20 mars, la fameuse réunion, j'allais dire la grand-messe de la BITD à Bercy. Vous avez envie de savoir 3 mois après quel est le bilan. Donc vous allez avoir, je pense, quelques réponses, sachant que évidemment la situation, je dirais, à la fois géopolitique et internationale, rend le sujet d'autant plus intéressant. Et merci d'être tous au Paris Air Forum pour en parler. Alors, nous avons avec nous invité et réuni un panel tout à fait formidable avec, j'allais dire, Benoît Laroche de Roussanne, qui vous êtes ici. Vous êtes le directeur de l'industrie de défense de la DGA, donc on va probablement pas mal vous entendre sur la question des commandes, puisque c'est un des sujets importants. À votre droite, on vous a entouré d'un financier, le directeur général de Lazare Frères, co-responsable de la Banque d'investissement en Europe, Jean-Louis Girodol. À votre gauche, on vous a flanqué de Marwan Laoud, qui est partenaire chez Messier Associés et qui, je pense, comme je disais tout à l'heure, connaît bien le GIFAS et la BITD depuis très longtemps. Et enfin, on a pensé aussi, quand on a monté cette table ronde, à avoir un industriel, un industriel spécialiste des drones, Bastien Mancini, le patron de Delair, et donc qui pourra témoigner peut-être des difficultés ou pas. Et je pense que, en tout cas, l'argent vous intéresse. Vous avez certainement quelques levées de fonds. J'ai lu un papier de Michel Cabirol ce matin, notre excellent journaliste Michel Cabirol, qui voulait absolument le faire avant ce débat. Donc, comme ça, vous êtes coincé, vous êtes obligé de nous parler un petit peu de vos besoins de financement. Peut-être pour commencer, donc, je n'ai pas besoin de rappeler, je pense que tous les gens qui sont ici savent ce que c'est que la base industrielle et technologique de défense, mais peut-être Benoît Laroche, de nous brosser un petit peu le paysage, parce qu'on parle beaucoup des très grands groupes, les 9 grands groupes de défense sont très à la mode, beaucoup sont cotés en bourse, ça se passe plutôt pas mal. Mais il y a ces 4500, je crois, PME qui sont dans le secteur aéronautique et défense et qui donc s'intéressent, je pense, à ce que vous allez dire aujourd'hui. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, la direction de l'industrie de défense qui a été créée il y a 1 an seulement à la DGA, en regroupant plusieurs services, vient justement incarner l'importance qu'apporte la DGA à l'intégralité de la BITD, et pas simplement aux 9 MOI, même si la très grande majorité des commandes directes de systèmes d'armes passent par ces MOI. Nous nous occupons de l'intégralité de la BITD. Donc, comme vous l'avez dit, on estime qu'elle est à peu près composée de 4500 entreprises de toute taille, des startups jusqu'à ces grands groupes. Je dis à peu près parce qu'on n'a jamais fini de la découvrir, et plus on creuse nos travaux dans la remontée des chaînes de sous-traitance, plus on découvre de nouveaux sous-traitants qui parfois eux-mêmes ne sont pas toujours au courant qu'ils font partie de ce club très sélect de la BITD. Donc 4500 entreprises de toute taille, dont on estime que 1000 à peu près sont critiques pour nos systèmes d'armes. Et pour déjà rentrer un peu dans le thème de notre table ronde, pour dresser un peu le tableau de ce qu'est une entreprise de la BITD en moyenne, et j'insiste bien sur le en moyenne parce qu'il y a une grande diversité. On découvre, et on a vu avec le direction générale du Trésor lors d'une étude faite sur les données qui vont jusqu'en 2021, que ce sont des entreprises qui sont en moyenne un peu plus endettées que leurs équivalents purement publics, ce qui veut dire d'ailleurs qu'elles ont donc accès au crédit, mais elles sont un peu plus endettées, elles sont plus faibles en fonds propres, elles ont une rentabilité un peu inférieure, et elles sont plutôt petites. Donc c'est une base qui est relativement fragile et qui a des problématiques de financement, et c'est pour ça que nous en parlons, je pense, aujourd'hui. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être Jean-Louis Girodol, pour un premier élément de ce tour de table sur qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'il y a un avant et un après le 20 mars dernier. Est-ce que, d'une certaine façon, on voit la défense est très à la mode auprès des investisseurs. Il y a une remise en cause des critères ESG pour prendre en compte effectivement le nouveau contexte géopolitique. Est-ce que, du point de vue des financiers et des investisseurs, il y a un moment défense qui est en train de se dérouler? Et est-ce que néanmoins le bas ne blesse pas du côté du financement de l'État? Tu m'invites T'invite à être clair, voilà, cash. à dire des choses qui ne sont pas élégantes pour mon voisin de gauche, mais qui n'y est pour rien. Non, je crois, oui, il y a un changement d'état d'esprit, c'est incontestable. Ce qui date du 20 mars, est-ce que le 20 mars en a été un peu l'illustration, l'incarnation, la mise en scène? Je ne sais pas, je pense que cet état d'esprit il provient fondamentalement du fait que
sous divers facteurs sur lesquels on ne reviendra pas ici, le besoin de renforcer notre appareil de défense, notre outil de défense, s'est fait de plus en plus criant depuis, en tout cas au minimum, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça prend plusieurs formes qui se déclinent à travers différents acteurs des marchés financiers. Les premiers, je cite sans ordre particulier, mais on voit bien que du point de vue des investisseurs en capital, il y a un mouvement, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui s'intéressent aux questions de défense. Il y a eu quelques précurseurs en France, on connaît les noms. Les assureurs s'intéressent désormais à cette question-là. De plus en plus d'asset managers considèrent lancer des compartiments liés à la défense, que ce soit d'ailleurs sur le capital ou sur le crédit, hein, si je pense à Siena par exemple. Du côté des financeurs, là aussi les choses évoluent, on le voit bien. Et du côté des infrastructures des marchés financiers, que ce soit Euronext qui a lancé pas mal d'initiatives, je pense particulièrement à l'extension du dispositif IPO Ready aux entreprises du secteur de la défense. Je le dis d'autant plus que Lazare est partenaire du programme IPO Ready depuis plusieurs années, donc on est très heureux de cette extension et vous pouvez compter sur nous. Du point de vue de l'AMF qui veut accélérer les enregistrements de fonds, etc. Donc il y a un mouvement de fonds qui s'accompagne d'une remise en cause de la définition de l'ESG. Je ne sais pas si c'était une définition, d'ailleurs. En tout cas, je dirais que l'ESG recule à mesure que le front avance. Et donc, c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la réalité du besoin d'investissement dans la défense prend corps et devient palpable, un certain nombre d'extensions, d'interprétations des considérations ESG se dégonflent. Et on voit bien que... L'indice de la peur, quoi. Oui, d'une certaine manière, exactement. Et on voit bien qu'on en revient maintenant aux armes interdites et on abandonne des concepts un peu plus fumeux. On voit depuis 2 ans déjà, la F2I avait publié des guidelines disant attention, n'ayez pas d'interprétation excessive. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une disponibilité plus grande des investisseurs du marché financier pour s'intéresser aux questions de défense. Il y a de l'argent. L'argent, il a besoin de projets. Pour avoir des projets, c'est des entreprises avec des business plans qui ont de l'avenir devant eux et une prévisibilité. Et pour ça, pardon de le dire aussi brutalement, et ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais il faut d'abord et avant tout des commandes. Donc il y a moins d'argent public. Alors peut-être élaborons un tout petit peu, Jean-Louis, sur ce point-là. Il ne manque pas d'argent public. J'aurais dû, pardon, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais dû dire que les dispositifs publics, CDC, BPI, etc. sont là. C'est l'argent budgétaire, le sujet. Je pense qu'il y a bien répondez sur ce point, mais après, je vois Marouane qui bout, donc il va... Deux sujets, on parle bien, il y a le financement des entreprises de défense et puis il y a le financement ensuite de l'achat des matériels, qui sont quand même 2 choses différentes. Et effectivement, pour l'achat des matériels, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien des crédits budgétaires qui vont le permettre, même si des dispositifs européens comme SAFE sont en train de se mettre en place, se structurent. Il y a de l'impatience et c'est normal compte tenu de l'urgence. Il y a aussi un temps de la négociation, notamment à l'échelle européenne, pour arriver à définir ces mécanismes et à ce qu'ils rentrent pleinement en vigueur. Donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de faux plat qui est un peu frustrant pour beaucoup de gens, ça je le comprends bien, mais beaucoup de choses arrivent. Il y a aussi, pourquoi cette espèce de faux plat qui fait dire qu'il n'y a pas de commande, c'est qu'il y a aussi eu, il ne faut quand même pas l'oublier, pour la première fois depuis 1980, on a commencé l'année sans loi de finances. On s'est quand même tous rendu compte que c'était important, le Parlement, que c'est important qu'il vote un budget, que de ne pas voter un budget, c'est un acte qui a des conséquences dans la vie réelle de beaucoup de gens, et encore... On n'est pas aux États-Unis, donc ce n'est pas un shutdown, mais il y a eu des conséquences. Et quand vous regardez les courbes d'engagement, les engagements arrivent depuis le mois de mai. Et donc il y a un décalage de 2 mois qui correspond aux 3 mois de retard sur la loi de finances. Donc les commandes arrivent. Dans un contexte quand même de croissance très forte de l'effort, on a une LPM avec des marches à 3 milliards. 3 milliards d'euros, c'est plus que la dotation annuelle de l'État au CNRS. Enfin, c'est juste pour aussi replacer. Donc il y a une vraie dynamique de croissance très forte portée par la LPM. Est-ce que c'est suffisant ? Probablement pas, en tout cas c'est bien ce que dit le ministre et sans aller jusqu'aux plateformes dont il parle, il y a bien des discussions budgétaires lourdes en ce moment pour essayer de faire ce qu'on appelle les surmarches, faire plus à l'échelle française, mais aussi faire plus à l'échelle européenne. Quasiment tous nos partenaires européens ont annoncé des efforts très importants de réarmement, tous. Et donc, les enjeux et les commandes, elles ne sont pas uniquement France, elles sont bien européennes. Et c'est là que la BITD française doit arriver à se mobiliser. Bon, il ne s'agit pas de vous prendre pour cible, mais néanmoins, témoigner du déjeuner qu'on a eu avec... alors, ce n'était pas vous, mais vous pourrez témoigner qu'on avait un représentant de la BITD qui n'était pas très content quand même. Il disait... Et on entendra Marouane peut-être là-dessus, mais juste entendre ce témoignage de cet industriel qui disait c'est vrai, mais moi j'ai une commande de 1 million, mais en fait j'ai pas de paiement, j'ai pas de crédit de paiement, tout est annulé au fur et à mesure. Et en fait le problème,
c'est pas l'argent de l'État, c'est la parole de l'État aujourd'hui qui pose problème le respect de la parole de l'État qui pose problème à la sous-traitance, à toutes ces chaînes de valeur qui se retrouvent mises en danger si les paiements n'arrivent pas. Oui, alors. C'est pas vous qui payez, Bien mais sûr, néanmoins. Néanmoins, attends, c'est important. Ce que vous dites, c'est qu'il y a bien une chaîne de sous-traitance. Et la plupart des commandes sont faites au Prime, au MOI. Et ensuite, il y a un ruissellement qui doit se faire. Et c'est un sujet sur lequel, depuis longtemps, la déjà se mobilise, et encore plus depuis un an avec la création de la DID, pour nous assurer que ce ruissellement et cette visibilité que donne l'État au premier rang aille bien au deuxième, puis du deuxième au troisième, du troisième au quatrième. On sait que là-dessus, on a collectivement un système qui doit s'améliorer. Et l'État prend sa part pour s'assurer que les Primes le fassent bien. Et il y a aussi une responsabilité, je pense, de chacun à le faire, notamment d'acteurs qui peuvent avoir un peu plus de trésorerie et qui savent que les commandes peuvent venir, peuvent aussi anticiper un petit peu et donner cette visibilité quasi certaine à leur chaîne de sous-traitance. Donc je pense qu'il y a vraiment un jeu collectif qu'il faut qu'on fasse pour avoir une équipe France globalement plus forte. Bon, on va prendre un cours de finance avec votre voisin, parce que quand on a préparé ensemble avec Marouane, on s'est dit, voilà, c'est peut-être important de rappeler quelques évidences sur les besoins de trésorerie, besoins de fonds propres. Marouane, je vous laisse le micro. Oui, pour essayer de rationaliser, c'est-à-dire d'éviter que ce soit pas de commande, paiement, pas de paiement. Au fond, et c'est vrai de toute industrie, c'est vrai de toute entreprise, il y a 3 sources de financement. Il y a le capital. Le capital, c'est les investissements à long terme. Et l'investisseur, il vient s'il considère que son investissement va être rentable. S'il considère que son investissement va être rentable, il n'y a aucun problème. Il mettra l'argent. Et l'argent, il est là. Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur considère que l'investissement va être rentable? C'est la confiance qu'il a dans le fonctionnement de l'entreprise. Et le fonctionnement de l'entreprise dépend de sa capacité à dérouler son cycle de production. Le cycle de production, lui, il est financé par le client. Et le cycle de production est financé par le client qui, dans le cas du client défense, non seulement il n'y en a qu'un, mais c'est la seule industrie où la situation par défaut est l'interdiction de vente. Il ne faut pas oublier ça. Quand je fabrique des casseroles, je peux vendre des casseroles. Quand je fabrique du matériel de guerre, même pour vendre à la France, il faut que j'ai une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre. Et quand je veux vendre à l'étranger, il me faut 5 autorisations. Une autorisation de prospecter. Une fois que j'ai prospecté, c'est une autorisation de négocier. Quand j'ai négocié, une autorisation de vente. Et chaque fois que je livre un équipement, il me faut une autorisation, une AEMG, une autorisation d'exportation de matériel de guerre. Et quand je veux faire de la maintenance, il me faut une autorisation. Donc, par défaut, on n'a pas le droit. Jusqu'à un passé récent, la parole de l'État était suffisante. Depuis quelque temps, et ce n'est pas lié aux 2 mois ou 3 mois dont on parle, les investisseurs, pour cette raison-là et d'autres aussi, dont les raisons ESG que Jean-Louis a exposées rapidement, les investisseurs ne font plus confiance ou font moins confiance ou ont moins envie. Le 3e mode de financement, c'est la dette, j'en ai pas parlé, c'est juste pour faire la jonction, pour faire le lien. Mais la dette, c'est comme le capital. Si on a confiance dans l'opérateur, si on a confiance dans le cycle de production de l'opérateur, on vient. Si on n'a pas confiance, on ne vient pas. Et donc, le sujet principal de financement de la BITD, après je vais tuer la BITD, comme je te l'ai indiqué Philippe tout à l'heure, mais le sujet principal du financement de la BITD, c'est restaurer la confiance dans le cycle complet de la spécification militaire jusqu'à l'exécution de la commande. Ce qui fait que le pognon rentre. Pardon d'être trivial, mais c'est ça. Quand le pognon rentre, les financeurs viennent. Juste avant de tuer la BITD, une question complémentaire, parce qu'on a dit qu'on faisait un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis le 20 mars. Donc moi, je suis journaliste, je reçois des communiqués de presse.
Et le 20 mars, ou même un peu avant ou pendant cette période-là, toutes les banques nous ont envoyé des communiqués de presse très patriotes, nous disant voilà combien on finance la BITD. On est des banques très patriotes. Est-ce que c'est pas un peu de la com? Les dirigeants, pardon Jean-Louis, nos confrères, les dirigeants de banque, ils sont en tenue camouflée depuis 2020. C'est pas eux, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ce qu'il faut, c'est que le responsable du centre d'affaires de Brive ou le responsable du centre d'affaires de Cahors. De Toulouse, on va en parler. Toulouse, côté de Toulouse. Toulouse, c'est la capitale de l'aéronautique. Là, on est au niveau dessus. Moi, je parle de Cahors, de Brive. C'est le responsable de ce centre d'affaires-là. Il faut qu'il ait compris qu'il ne doit pas avoir peur du petit gamin de 25 ans qui fait la compliance au siège. Il ne sait plus où d'ailleurs, où est le siège. Et dire, bon, ok, c'est de la défense, mais je peux y aller. C'est en fait le côté saurien, le côté dinosauresque des banques qui fait que quand la décision se prend au sommet, elle met un temps à aller jusqu'à l'exécution. On laisse, avant de tuer la BITD, ton voisin, donc Bastien Mancini, nous faire part de peut-être sa réaction à ce qui a été dit, et puis donc présenter peut-être quand même votre entreprise, Bastien. Ouais, peut-être juste donc à Toulouse, comment dire, on reste dans les territoires comme vous dites ici, et donc pour un contrat un peu compliqué. On aime beaucoup Toulouse. Hein, oui, bien sûr. Même au premier rang de la tribune, on a Toulouse, vous voyez. Tout à fait. Mais pour un contrat compliqué à l'export, on a eu besoin de soutien bancaire. On a quand même dû contacter 19 banques avant d'avoir une acceptation. Et effectivement, ça s'est passé à Paris, l'autorisation. Même dans la capitale de l'aéronautique et de la défense, c'est compliqué. Oui, mais bon, voilà, ça c'est juste... C'est intéressant d'avoir votre témoignage, je pense. Peut-être présentez-nous un peu mieux, peut-être de l'air, parce que c'est l'avenir, les drones aujourd'hui, l'avenir de la guerre. En tout cas, de l'air, c'est une entreprise qu'on a créée donc, en 2011 pour faire des drones à la base pour l'industrie civile, l'inspection de lignes électriques et de pipelines. Et on est assez rapidement venu à faire de la défense. Dès 2013, on a eu d'ailleurs le soutien de la DGA sur des dispositifs d'aide à l'innovation qui s'appellent Rapide pour l'innovation duale. Et c'est intéressant parce que nous, ça nous a mis dans la défense, mais notre premier client du projet qui avait été financé par la DGA, ça a été la SNCF, donc une application civile. Et c'est ce même projet qui est aujourd'hui vendu, utilisé en Ukraine par les soldats ukrainiens. Donc le contexte géopolitique, on va dire, a fait, et puis réglementaire européen aussi, a fait que le civil dans les drones a beaucoup diminué, la défense a beaucoup augmenté. Et donc on a une croissance assez forte. On a fait 10 millions de chiffres d'affaires en 2023, 30 l'an dernier, on devrait faire 60 cette année, et on est passé à 80% dans la défense. Et effectivement, je pense que c'est un mouvement de fond. Il y a 100, 150 ans, c'était la mécanisation des armées, on mettait des moteurs partout. Aujourd'hui, on met de l'autonomie dans tous les véhicules. Et donc, nous, on est sur les véhicules aériens, je pense que ça arrive aussi sur les véhicules terrestres, maritimes. Et ça, c'est un mouvement de fond. On pense qu'il y a une vraie place à prendre ou à créer un industriel européen dans ce domaine, et on souhaite y participer. Quels sont vos problèmes de financement? Parce qu'on prend, donc, vous voulez devenir un champion européen des drones, civils et militaires, on a compris votre idée. Il y a en Allemagne 2 levées de fonds qui viennent d'être faites très importantes. Donc ils trouvent de l'argent. Est-ce que vous annoncez, enfin la tribune annonce que vous vous intéressez à une levée de fonds? Il est coquin, ce Michel Capirol. Il est coquin, oui. Il m'appelle pour préparer la table ronde. Après, il fait un article disant qu'on cherche à lever des fonds. Mais bon, bref. Vous savez, on est un peu mercenaires à la tribune, c'est bon. Non, mais effectivement, c'est un bon exemple. Mais ça a été dit, je peux le redire, peut-être sur un cas pratique par rapport à ce qu'a présenté Marouane. La commande, les investisseurs sont attirés par de la commande de produits sur étagère, pas par des projets de subvention. Donc c'est le préalable à votre levée de fonds, c'est qu'il y ait plus de commandes? À tout le monde. Un investisseur, il est attiré par un projet quand il voit qu'il y a un business plan avec des commandes. Donc en effet, récemment, il y a une boîte de drones allemande qui s'appelle Quantum qui a levé en tout 300 millions en ayant pris 200 millions de commandes de drones sur étagère par le gouvernement allemand, des Portugais Takeover qui ont fait à peu près la même chose. Et donc, c'est les commandes de produits. Un investisseur ne va jamais venir juste parce que vous avez récupéré une subvention. Ça ne l'attire pas et c'est normal. Et pour le coup, et je pense que la défense et sur les drones, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. La défense est structurée en France notamment pour développer des grands programmes très chers.
sur le long terme, et donc le risque doit être pris par l'État qui définit le besoin. Définir le besoin, ça prend longtemps. C'est des programmes à plusieurs milliards pour des sous-marins nucléaires, des choses comme ça, des porte-avions. Sur des objets plus petits comme les drones, en fait, la taille de l'objet est telle qu'il vaut mieux aller plus vite. Donc, un programme de développement de la DGA classique, c'est 10 ans. C'est 5 ans pour définir le besoin entre les forces, la DGA, la compétition, l'ordre industriel qui réalise. Vous avez 10 ans. Nous, développer un drone, ça nous prend 3 ans. Et des fois, on se trompe. C'est-à-dire qu'on se dit, on va faire ce drone-là pour le marché, et puis 3 ans plus tard... C'est un peu comme l'industrie pharmaceutique. En tout cas, ça prend 3 ans, et c'est dur parce que tout bouge autour. Donc, des fois, on se trompe. Mais en tout cas, en 10 ans, vous êtes sûr d'être à côté du besoin. En 3 ans, vous avez une chance d'y arriver. Et donc, faisant ce constat, le ministère des Armées a créé le pacte drone, des marchés d'achat sur étagère de drones. Et donc, au lieu de faire des grands programmes où, pendant longtemps, des étatiques se posent la question qu'est-ce qu'il faudrait comme drone, etc. Et puis, au bout de 10 ans, on a un truc qui ne correspond plus aux besoins, avec quand même l'intérêt, il faut le dire, des industriels de tout se faire payer. L'industriel ne prend aucun risque dans ce cas-là. Il ne commence à travailler que quand il a gagné le marché. Ben là, le risque est un peu transporté vers l'industriel. Nous, on a développé nos produits sur fonds propres, avec des fonds qu'on a levés initialement. Donc on prend le risque de développer, et en contrepartie, l'État a facilité l'achat sur étagère de drones. Donc l'industriel prend le risque, et l'État accepte d'acheter plus facilement des produits sur étagère. Et ces commandes sur étagère, c'est assez vertueux, attirent des fonds privés pour ensuite que l'industriel puisse à nouveau prendre des initiatives pour financer des nouveaux produits. Peut-être, Benoît Laroche, une réponse sur, non pas passer commande aujourd'hui, mais en tout cas nous expliquer comment vous réagissez finalement à ce cas particulier. Est-ce qu'on peut le généraliser ? Effectivement, ce cas particulier, ce que disait Bastien, est important de dire qu'effectivement, on ne peut pas tout traiter de la même façon. On n'achète pas de la même façon, on ne doit pas acheter de la même façon un drone, un MTO courte portée qui est finalement une grenade améliorée, enfin je simplifie à l'extrême, et un système complet avec un SNLE et un M51. Enfin, vous voyez bien que c'est très différent, et donc c'est ça le travail qui a été mené par la DGA et qui continue à être mené, c'est d'arriver à mieux s'adapter et proposer des solutions plus adaptées aux différents segments, parce qu'on voit bien qu'il y a des segments qui resteront des systèmes d'armes qui resteront très durablement drivés, si vous me permettez cet anglicisme, par la spécification publique, parce qu'en fait, le PANG est un autre exemple, c'est nous qui l'achetons, on en a besoin, et beaucoup d'autres segments qui se développent de plus en plus, pour lesquels, sans dire qu'ils vont être drivés par le marché, parce qu'on n'est quand même pas, on vend pas des voitures ou des pains au chocolat, mais il y a beaucoup plus cette notion. Et donc, je rebondis sur un point que tu as mentionné, Bastien, qui est la notion de BP. C'est effectivement un business plan qui attire aussi. Alors, il faut qu'il soit tangible, il faut qu'il soit crédible, et c'est sur ça qu'on essaie de travailler de plus en plus, y compris avec les MOI, c'est essayer d'avoir une approche en business plan global, y compris dans la discussion qu'on a avec eux, parce que c'est ça, un business plan à la fois France, mais aussi export, qui permet d'avoir une approche plus gagnante et plus globale, et aussi plus compréhensible, je pense, par les investisseurs qui veulent rentrer dans ce secteur de la défense, dans lequel, effectivement, il y a un vrai sujet d'acculturation. Et je finirai sur le sujet d'export qui a été mentionné par mes deux voisins. Effectivement, c'est important d'expliquer comment fonctionne l'export en France et qu'effectivement, par définition, l'export de la vente d'armes est interdit, sauf si, et c'est dans ce sauf si qu'intervient la DGA avec une aide à l'export qui est très importante. La France est quand même le deuxième exportateur d'armes mondial, et on est accompagné dans le bon sens du terme. Alors après, effectivement, il faut arriver à l'expliquer pour que tout le monde puisse se comprendre, y compris effectivement les succursales bancaires un peu plus loin, qu'elles n'aient pas peur de la réglementation, mais qu'elles la comprennent. Et de notre côté, d'être plus lisible et d'être aussi prévisible que possible pour qu'il n'y ait pas de surprise, parce que je pense que c'est aussi la surprise qui est très mauvaise au business. Tournez peut-être vers Jean-Louis pour revenir sur ce qu'il disait sur la létalité, le changement des règles du jeu de l'ESG. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment... Parce qu'on entend un peu des choses variées là-dessus. C'est-à-dire que les investisseurs disent qu'ils ont compris que le monde avait changé, mais en réalité, quand ils doivent le faire, ils ne le font pas forcément. Puis quand on regarde le cas de Bastien Mancini, le cas de Delair, en fait, c'est par définition, et je pense que c'est vrai dans beaucoup de l'industrie de défense, c'est dual. Et c'est une industrie qui, par définition, est de cette nature. Donc comment est-ce que la létalité reste un obstacle aujourd'hui au financement de la BITD ? On est dans une zone qui reste encore floue et dans laquelle les évolutions, j'emploie une formule tout à l'heure un peu imagée en disant que ça évolue avec la proximité de la guerre ou du conflit. Mais il est clair que c'est un domaine dans lequel, alors qu'on n'était pas concerné par les risques de conflit, on pouvait avoir des positions assez puristes. C'est d'ailleurs assez ironique de voir que ces positions en Europe, elles venaient beaucoup... Parce que les fonds, par exemple, qui investissent, ils investissent l'argent qu'ils lèvent auprès d'autres. Et ce sont ces autres qui dictent au fond
les règles que ceux-ci doivent employer dans l'investissement de l'argent qui leur est confié. Donc ces autres, dans le jargon anglo-saxon, on les appelle les LPs, hein, les fournisseurs de capital. C'est de grands fonds de pension, de grands assureurs, de grands fonds souverains, etc. Et dans bien des cas, l'insistance pour s'éloigner le plus possible de l'armement, de la létalité, etc., elle venait notamment de gens d'Europe du Nord, qui sont aujourd'hui les gens les plus sensibilisés à la question d'un éventuel conflit ou de la menace russe et d'un éventuel conflit avec la Russie. Donc on peut espérer que la prise de conscience dans ces sociétés de l'intérêt d'investir dans la défense, y compris dans de véritables armes, armements, munitions, équipements allant à la létalité, progresse. Ça prend du temps, on évacue progressivement la notion d'armes, de produits controversés, d'armes controversées pour revenir doucement vers l'idée, il y a ce qui est interdit par les traités, les engagements signés par les États, les États dans lesquels on investit, et il n'y a que ça qui est interdit. Le débat évolue là-dessus, encore une fois, il y a le niveau des investisseurs, et puis il y a le niveau des gens qui leur confient du capital, donc c'est un effet d'acculturation qui va prendre du temps. Et selon où se situent les fournisseurs de capital, selon d'où ils parlent, ils sont plus ou moins sensibles à l'évolution de la notion. Mais je pense qu'on est dans la voie d'un progrès vers une plus grande admissibilité d'un investissement dans des produits qui soient toujours plus proches d'armes létales. Je peux juste témoigner concrètement, mais effectivement, nous, il y a 2 ans, quand on parlait avec des investisseurs, vous faites de la défense, c'est un problème. C'est plus le cas. En revanche, vous faites des armes létales, mais ça évolue. Hein, voilà, je crois que à la conférence du 20 mars à Bercy, un des ministres qui a dit l'armement, c'est pas sale, tout ce qui est autorisé, voilà. Un autre qui a dit le monde de la défense change, donc c'était un peu comme Doc Eddie Fool. Voilà, mais c'est Jean-Louis. important, je pense. Non, mais Dernier mot. Oui. Le capital, il cherche sa rentabilité. Il est relativement opportuniste à la fin. À partir du moment où il sera rentable d'investir, on aura des business plans qui soutiennent une thèse d'investissement, y compris dans les armes létales, on finira par trouver des investisseurs pour y aller. Encore une fois, la condition nécessaire, elle n'est pas là. La condition nécessaire, elle est d'abord, on en a parlé tous, on a tous prononcé ce mot, celle du business plan et celle de la trajectoire de chiffre d'affaires et de la crédibilité de la trajectoire de chiffre d'affaires qui soutient ce business plan. Marwan, à la fois sur la létalité, puis si tu veux tuer la BITD, c'est juste business plan crédible. Je suis débutant comme banquier d'affaires, donc sous le contrôle de mon ami Jean-Louis, il faut que le business plan il soit crédible. C'est avant tout une affaire de confiance. Sur la létalité, même nous, autour de cette table ronde, on tombe dans le piège. On parle d'armes létales et d'armes non létales. Une arme, elle est létale. Une voiture conduite par quelqu'un, les événements douloureux récents ont montré qu'une voiture pouvait être létale. Donc il faut sortir de ce débat stupide, pardon. Hein, ce n'est pas l'arme qui tue, c'est celui qui porte l'arme. Et donc, il y a une nécessité de moraliser la vente d'armes, on en a parlé. Il y a la nécessité de moraliser le rôle que l'on fait jouer à nos armements, le rôle que l'on fait jouer à nos armées, aux armées amies auxquelles on confie de l'armement, mais en aucun cas, l'arme ne doit être le sujet. Alors, il y a des armes interdites. La volonté polonaise de sortir du traité d'interdiction des mines antipersonnelles montre que ce qui est interdit, ça évolue. Les mines antipersonnelles, c'est horrible. J'ai participé à la préparation de la loi ratifiant le traité d'interdiction des mines antipersonnelles en France. C'est sûr que les mines antipersonnelles disséminées là où il y a des enfants, c'est affreux. Mais aujourd'hui, s'il y a des hordes russes qui traversent les plaines de Pologne, les Polonais disent, désolé, on sort du traité. Donc le sujet, une fois de plus, n'est pas l'arme. Le sujet, c'est celui qui a l'arme. Sur la BITD, en fait, on a inventé la notion d'industrie de défense partout dans le monde à un moment où on était en contraction budgétaire. J'ai vécu ça à la DGA, je vois des gens dans la salle qui l'ont vécu en même temps que moi. On parlait d'affaires industrielles, on ne parlait pas d'industrie de défense. Puis on a commencé à parler d'industrie de défense
à partir du moment où on s'est dit, oh là là, ça se contracte, il faut se protéger. C'est une sorte de hérisson qui a été constitué pour dire il y a quelque chose de spécial qui s'appelle l'industrie de défense. La défense n'est qu'un cas d'usage de plusieurs industries. Il y a plusieurs industries qui contribuent à la défense. Alors, ça peut paraître un peu rhétorique ce que je raconte, mais si on change de perspective, arrêtez de penser que c'est de l'industrie de défense, mais plutôt comment l'industrie nucléaire peut faire de la défense, comment l'industrie aéronautique peut faire de la défense, comment l'industrie de la donnée peut faire de la défense, comment l'industrie électronique peut faire de la défense, ça change complètement. On raisonne par filière, en fait. On raisonne par industrie. Une industrie, c'est par technologie et non pas par cas d'usage. Vous confirmez que c'est oui, ça un mot pour compléter quand même, parce que alors, effectivement, le concept de BITD, il faut voir, c'est un peu comme l'arme. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi sert-il? En moyenne, là aussi en moyenne, une entreprise de notre BITD tel que nous on l'a défini, 4500, c'est 4500 entreprises. En moyenne, c'est 20% de son chiffre d'affaires pour des activités liées à la défense. Seulement 20%. Donc, ce sont avant tout des entreprises qui se trouvent qu'elles concourent par leur expertise, par les technologies, par les brevets qu'elles concourent à un système d'armes. Mais ce sont avant tout d'entreprises. Donc en ce sens, Marion, tu as parfaitement raison. Il faut bien se rendre compte qu'à part quelques cas très particuliers d'entreprises, je pense par exemple, pour ne pas la citer, une entreprise qui construirait des missiles, effectivement, elle est assez peu duale. Pardon, j'aime beaucoup rappeler que même les missiles, les Allemands dans les années 30 ont essayé le missile postal. Hein, c'était le timbre-poste le plus cher de l'histoire, mais ils ont essayé le missile postal. Ouais. Je ne sais pas si mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est très peu dual, mais il y a peut-être des idées effectivement à réactiver. Mais sinon, à part ces exemples-là très, très spécifiques, tout le reste est dual, donc c'est important. Et on le voit d'ailleurs, toutes les difficultés ou tous les challenges qu'on a devant nous pour accélérer le réarmement, ce qu'on appelle le réarmement, c'est avant tout des challenges industriels qui sont très proches des challenges qu'ont nos collègues de la Direction générale des entreprises pour réindustrialiser. Donc c'est vrai qu'en ce sens, il faut être tout à fait. Donc c'est des ingénieurs. C'est des spécialistes de l'IA, c'est des spécialistes aujourd'hui de ce qui est dans toutes les industries. Des techniciens et des ouvriers aussi, beaucoup. Et ça, des techniciens et des ouvriers, il faut pas les oublier. C'est extrêmement important pour arriver à accélérer. Des process, de la qualité, enfin, des choses pas très sexy. L'IA, c'est très sexy, mais expliquer qu'il faut sortir avec un nombre très limité de concessions, donc de défauts, expliquer qu'il faut sortir les choses à l'heure, ça, c'est pas très amusant pour le grand public, mais en fait, c'est ça qui fait l'efficacité industrielle. Il n'y a pas que et encore une fois, ce n'est pas pour minimiser le rôle des ingénieurs qui font du soft ou les gens qui font de l'IA. C'est vraiment tout un écosystème industriel qui n'a rien à voir avec la défense, mais qui peut contribuer à la défense. Alors, il y a un éléphant dans la pièce, on en a un petit peu parlé, c'est la fragmentation, le risque de fragilité de ces chaînes de valeur. Ça a été dit déjà dans maintes reprises, y compris aujourd'hui au Paris Air Forum. Si on veut monter en cadence, il faut que toute la chaîne de sous-traitance de rang 1, 2, 3 suive. Et c'est là qu'on retrouve la question des commandes, évidemment, et de la visibilité. Est-ce que c'est aujourd'hui, quand on est directeur des industries de défense à la DGA, un sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement les très gros, votre sujet, c'est comment protéger, si vous voulez créer des stocks et monter en puissance dans ce qu'on a appelé une économie de guerre, si on va dans cette direction, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux défendre plus les petits ou les moyens que les gros? Je ne sais pas s'il faut défendre plus les uns que les autres. En tout cas, je ne les opposerai pas parce que les deux sont absolument indispensables. Parce que certains diraient on a plutôt privilégié les gros jusqu'à présent. Voilà, mais alors, quand on les écoute, je ne sais pas ce qu'ils vous diraient eux. Voilà, chacun. Bon. En tout cas, c'est vous qu'on écoute là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, l'activité de la DID et la raison même de la DID, c'est justement de s'intéresser énormément aux petits. Enfin, aux petits, et le terme n'est pas péjoratif, vous voyez ce que je veux dire. Et non, mais c'est des petites PME, enfin voilà, c'est des boîtes qui sont et on a bien vu, dès qu'on a essayé d'accélérer les cadences, que c'est bien effectivement là que se situe le cœur du sujet et que c'est un sujet complexe long à traiter, parce qu'à chaque fois qu'on l'aborde pour un système d'armes, on identifie des goulets d'étranglement, et dès qu'on a résolu un goulet d'étranglement, par construction, il y en a un deuxième qui apparaît, qu'on découvre au fur et à mesure, donc c'est un processus itératif. Et c'est un processus qui se situe effectivement dans les entreprises, dans les PME et ETI de la BITD, et pour lesquels nous avons développé des outils pour les accompagner, d'abord sous forme d'accélérateur. On est avec BPI, une première promotion accélérateur national, je ne sais pas si vous voudrez en parler, tu y as participé, une deuxième promotion qui va être lancée. On a la chance de pouvoir travailler avec des régions qui sont en train de répliquer le mécanisme pour faire des accélérateurs aussi régionaux, pour pouvoir apporter vraiment de l'expertise au plus proche des PME et des ETI les plus critiques pour accélérer les cadences.
Ensuite, pour accélérer, elles ont aussi effectivement besoin de financement. Mais pas que de financement, et c'est pour ça qu'on s'approche aussi des fonds. Des fonds d'investissement, elles peuvent apporter du financement, mais elles peuvent aussi aider les entreprises à se structurer en apportant de la maturité, en apportant du management, en les aidant aussi à faire de la consolidation horizontale pour avoir une BITD sur certains segments, là où ça a du sens, un peu moins fragmenté et plus forte, à la fois pour aider les MOI français, mais aussi pour aller prendre des marches à l'export. Donc il y a énormément de fronts, il faut qu'on attaque ce sujet par tous les volets, par les volets industriels, les sujets de formation, on l'a abordé très rapidement, on a un travail avec France Travail, on va aussi travailler avec le rectorat, avec des rectorats pour essayer de redonner un peu des lettres de noblesse à des métiers qui traditionnellement en France ou des filières sont peu attractives. Les métiers de l'industrie sont trop peu attractifs, surtout quand on regarde un peu froidement. Ce sont des métiers qui sont vraiment sous-cotés, donc il faut qu'on ait un travail, on va le faire avec l'UIMM pour arriver à redonner de la visibilité et de l'attractivité à ces métiers. Donc RH, ingénierie de production, parce qu'on a aussi beaucoup parlé des ingénieurs, mais pendant beaucoup d'années, pour des raisons assez évidentes, on s'est concentré plutôt sur l'ingénierie de conception, parce que de toute façon, on ne voulait pas produire en masse, et on a un petit peu abandonné l'ingénierie de production, et donc ça, il faut aussi qu'on réinvestisse dans l'ingénierie de production à tous les niveaux, et ensuite, il faut qu'on les finance et qu'on aide ces entreprises à croître, et c'est ça tout le travail que peuvent apporter des investisseurs aussi, au-delà de simplement l'argent. Marwan, je t'ai vu tiquer quand j'ai opposé les gros et les petits industriels. C'est une habitude qui a beaucoup de succès auprès des politiques en particulier. J'ai le souvenir, président du GIFAS, accueillant un président de la République, la première question qu'il pose à mon voisin, qui était le président d'Aéro-PME, « Il ne vous fait pas trop de misère ?» Et le président d'Aéro-PME, qui était juste à côté de moi, lui dit « Ah non, 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 on travaille très bien ensemble. En revanche, les droits de succession, les charges sociales, bon, ce que je veux dire, c'est que quand on s'appelle Airbus, ou quand on s'appelle Thales, ou quand on s'appelle Dassault, ou quand on s'appelle KNDS, tous ces industriels de premier rang, ne croyez pas qu'ils se font plaisir à brimer les petits. Ils veulent livrer, eux. Parce que quand ils livrent, ils sont payés, a priori. Et pour livrer, il faut que la chaîne fonctionne. Et pour que la chaîne fonctionne, il faut que ça fonctionne partout. Et d'ailleurs, dans le civil, les problématiques de goulet d'étranglement que Benoît vient d'évoquer sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Oui, mais on dit souvent que l'aéronautique, bien plus que l'automobile, fait preuve, c'est une filière solidaire où effectivement les grands donneurs d'ordre. Est-ce que c'est vrai aussi dans le secteur de la défense où comme vous l'avez très bien décrit, il y a un seul client, donc c'est un peu différent. Il n'y a pas de secteur de la défense. Il y a des industries qui contribuent à la défense. Et quand on prend cette perspective-là, ça change tout. Une boîte aéronautique, portrait robot d'une boîte aéronautique, c'est une boîte qui fait entre 20 et 25% de défense. Elle fait 75-80% de civil. Je crois que dans une dizaine de jours, enfin dans quelques jours, vous allez réunir, un petit scoop, je ne sais pas, peut-être c'est déjà sorti, mais j'ai appris ça tout à l'heure, vous allez réunir 80 fonds d'investissement. C'est pour boucler la boucle du 20 mars. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Est-ce que vous attendez de leur présenter des entreprises? Est-ce que c'est pour faire du dating? Alors, c'est pas complètement un scoop puisque ça avait été annoncé le 20 mars justement. Donc le 20 mars, on n'avait pas la date de cette réunion, donc c'est en juin. Voilà. Effectivement, le 20 mars, c'est une date importante, mais c'est ni un point de départ ni un point d'aboutissement. C'est juste une étape dans un travail de long terme. Et ce qu'avait annoncé effectivement le délégué général à un moment le 20 mars, c'était le lancement de ce club investisseur qui vient surtout en fait structurer et rationaliser, j'irais même je vais dire industrialiser autant que possible, un travail qui était déjà fait par la DID, qui était d'être un point d'entrée, un point de contact pour des fonds d'investissement qui voudraient investir dans la défense, monter un fonds spécifiquement pour la défense. Donc, nous avions déjà des contacts. Ces contacts se sont très fortement à la fois accélérés et densifiés et augmentés depuis le 20 mars. C'est très simple. Et donc, on lance ce club investisseur qui va être une enceinte avec des investisseurs de confiance, à qui on va demander de signer une charte pour s'engager, pour qu'on soit certain qu'on soit avec des investisseurs qui sont bien dans une logique de construction ensemble d'un écosystème plus résilient et plus efficient et plus au service de la souveraineté. Et
le but de ce club, mais je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on va faire déjà dès le premier jour, mais ce ne sera qu'un lancement, il doit vivre. Mais l'objectif, c'est bien avant tout d'arriver à acculturer, à expliquer mieux comment fonctionne la défense, comment fonctionne le monde de la défense, en quoi il est spécifique, mais en quoi aussi il n'est peut-être pas spécifique, et pour essayer de démystifier. Et ensuite, on pourra aussi présenter quelles sont nos visions sur les filières industrielles et comment est-ce que, pour essayer d'orienter au mieux les investisseurs qui voudraient participer à l'effort. Jean-Louis Girodol, dans ce moment défense qu'on vit, mais dans toute l'Europe d'ailleurs, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne va mettre pas mal d'argent public. Elle l'a annoncé pour une logique de rattrapage, mais elle a également des grands groupes. On parlait de Rheinmetall qui a connu un certain succès boursier depuis le début de l'année, donc beaucoup d'argent probablement qui peut ruisseler vers l'écosystème défense allemand. Est-ce qu'on est dans une bataille européenne entre deux BITD concurrentes, ou est-ce qu'on pourrait imaginer une BITD européenne, des rapprochements? Qu'est-ce que le banquier d'affaires voit comme opportunité d'affaires dans ce qui est en train de se passer en Europe? J'ai pas de scoop pour la tribune, j'en suis navré, mais vous en avez déjà. Aujourd'hui, vous en avez déjà plusieurs. Voilà, on est patient, on en aura d'autres. Séance, donc. Non, moi, ce qui me frappe, j'allais dire malheureusement, c'est que ce sujet, il est abordé dans un cadre qui est plus nationaliste que jamais, quand même. C'est-à-dire que à l'heure qu'il est, chaque pays cherche, mais ça dépasse d'ailleurs le cas de l'industrie de défense, on pourrait dire la même chose dans les banques, etc. Mais chaque pays cherche pour commencer à consolider autour de ses propres champions nationaux et de ses propres filières ce qu'il a. Et qu'on ne sent pas en Europe aujourd'hui un contexte politique porteur pour faire de grandes constructions pan-européennes ou à plusieurs, telles qu'on a connues il y a une vingtaine d'années. La base pour tout ça, c'est d'avoir des programmes communs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de consolidation entre des industriels qui sont concurrents. On a un exemple qui essaye progressivement, qui était KNDS, qui essaye de s'extraire de cette réalité et de progresser. On voit bien qu'un des grands challenges pour cette société, c'est d'avoir un programme commun de chars de combat qui unirait la société. Mais vous ne rapprochez pas des sociétés qui sont concurrentes et qui se battent avec deux produits qui sont... On ne va pas faire l'Airbus des chars, l'Airbus de... On pourrait, mais l'Airbus des drones. Airbus s'est consolidé parce que depuis le début, Airbus ne produit qu'un seul avion. Chacun y concourt, mais Airbus ne produit qu'un seul avion, un seul produit. Et pour ça, il faut avoir des programmes européens que tout le monde s'engage à acheter de manière à ce qu'ils puissent être massifiés et de manière à ce qu'à ce moment-là, on puisse avoir une chaîne de réalisation, un secteur industriel européen dans lequel des rapprochements, des combinaisons qui fassent du sens industriel puissent se concevoir. On en est encore assez loin. Il n'y a pas de défense européenne sur peut-être les drones et cette concentration que vous imaginez se faire. Comment vous voyez l'avenir de l'industrie des drones qui visiblement... Les leaders mondiaux aujourd'hui sont américains, israéliens, chinois. C'est des entreprises entre 300 millions et 4 milliards de chiffre d'affaires. Les leaders européens aujourd'hui sont plutôt autour de 100 millions. Et donc en effet, il y a une espèce de taille critique où aujourd'hui, pour faire des produits qui sont au niveau de la compétition, les Chinois mettent 100 à 200 millions d'investissements pour développer le produit, pour ensuite aller vendre ces drones-là 1000 € pièce. Et on voit bien qu'il y a, alors, dans l'industrie automobile, l'idée générale, c'est à peu près entre 500 millions et 1 milliard, le programme de développement, pour faire un véhicule qui est ensuite vendu 30 000 € pièce et qui est un bijou technologique. Et d'ailleurs, je reviens vite fait là-dessus, mais c'est cet aspect industriel qui est hyper important, qui a sans doute été un peu, je ne sais pas, culturellement ou abandonné. En tout cas, il y a quelques années, moi j'ai grandi à une époque où effectivement on considérait que dans nos pays, on allait être des intelligents qui conçoivent et puis on allait laisser fabriquer les trucs par les gens pas chers. Je suis allé visiter des usines en Chine. En fait, c'est compliqué de bien fabriquer un truc pas cher, bien organisé, avec la qualité dont parlait Marwan et tout ça. Et ça a une vraie valeur qu'on a eu peut-être tendance à oublier et dont le principe même fondamental, c'est que c'est le volume, la masse, qui permet d'organiser la production pour faire baisser les coûts et améliorer la qualité. Et donc, en effet, il y a des exemples de programmes de défense où, alors, en gros, c'est comme un syndic. Il y a 24 qui mettent et puis chacun, du coup, dit « moi, je veux ça, je veux ça ». Il faut trouver une organisation où on trouve des financements communs, mais après, il y a un seul produit qui est fait en masse de manière industrielle. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour le futur.
On arrive à la fin de cette discussion passionnante. Marouane, on va vous donner le mot de la fin, peut-être sur cette vision européenne et toute remarque que vous avez envie de faire. Je suis un grand brûlé de la construction européenne, donc j'en parle avec beaucoup de passion. Il y a deux conditions pour construire. Il faut des programmes communs et il faut une volonté politique. Et une volonté politique qui n'est pas juste un tweet ou un communiqué de presse, une véritable volonté politique. Le programme commun, toutes les constructions qui ont marché, on parle d'Airbus, on peut parler de MBDA, on peut parler de toutes les constructions européennes qui ont marché, elles ont marché parce qu'il y avait un objet commun autour duquel on réunissait les ingénieurs et les techniciens. Et c'est formidable, quand on prend des ingénieurs et des techniciens, même quand ils parlent polonais, allemand, français, espagnol, dès qu'on les met autour d'un même objet, bizarre, ils se comprennent beaucoup plus vite que quand ils parlent de tout autre sujet. Donc ça, c'est la condition numéro 1. La condition numéro 2, c'est la volonté politique réelle. Quand on va voir Lionel Jospin ou Gerhard Schröder pour leur parler de ADS, ils disent pas attendez, il faut voir. Ils disent formidable. Il y a un projet, c'est génial. Allez-y. Quand on va voir Macron et Merz. Quand on va voir, je ne sais pas, je n'ai pas été les voir. Quand on va voir Merkel et Hollande, Merkel nous dit vous n'arriverez jamais à faire de business aux États-Unis comme ça. Et mon camarade de jeu, Tom Enders, il aurait dû s'abstenir, lui dit oui, c'est vrai que vous avez beaucoup d'expérience du business aux États-Unis, vous savez de quoi vous parlez. Bon. Et quand on va voir François Hollande, il dit pourquoi vous me faites ça à moi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 6 mois quand Sarko était président? C'était plus facile, non? Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut la volonté politique qui vient agréger autour de projets communs. Sinon, il ne se passe rien. Accessoirement, et je me permets de corriger avec ça, le plus gros industriel de défense en Allemagne, c'est Airbus, c'est pas Rheinmetall. Et même nous, autour de cette table, quand on parle d'industriel allemand, on dit non, c'est pas Airbus. Ouais, le cours a monté, mais moins quand même. Hein? Le cours a monté, mais moins. Non, mais c'est le plus gros fournisseur de la Bundeswehr, de la Luftwaffe et de la Bundesmarine. Et juste pour conclure, parce qu'on aime bien quand c'est vous qui avez le mot de la fin, Macron et Merz, alors ils vont faire quelque chose? Ils ont la volonté. Merz a les sous et Macron les cherche. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre.